Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le vendredi 26 février. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. La carte scolaire dénoncée par les syndicats, des suppressions de classes annoncées pour la rentrée prochaine mettent en branle l'intersyndicale. Les C2DT conclus par Victorin Lurel seraient-ils caducs? Harry Chalus annonce au maire l'incapacité de financer ses projets virtuels. Français et Canadiens s'entraînent sur le central du Vélodrome. À une semaine de la Coupe Davis, la terre battue est encore peaufinée. Le journal, Aurélie Ronze. Et on commence avec l'actualité sociale. Les syndicats enseignants ont organisé une conférence de presse ce matin au sujet de la carte scolaire du premier degré. Selon eux, le rectorat de Guadeloupe envisage de supprimer 78 classes. 40 fermetures de classes sont également en attente. Un constat inquiétant pour les syndicats qui entendent également mobiliser les parents d'élèves. On fait le point tout de suite avec Jacques Damprobe. Les représentants des enseignants n'en croient toujours pas leurs oreilles. À la rentrée de septembre prochain, le rectorat s'apprêterait à prononcer la fermeture de 78 classes contre 12 ouvertures dans le premier degré. Une quarantaine d'autres fermetures seraient en attente. Une issue rejetée en bloc par les syndicats, quasiment d'une seule voix, ils annoncent une catastrophe au regard des difficultés rencontrées dans l'enseignement en Guadeloupe. Nous sommes tout simplement en train d'assister au génocide tout simplement de notre système éducatif en Guadeloupe. C'est inadmissible. Nous ne comprenons pas qu'au regard des difficultés que nous rencontrons, notamment dans le premier degré, nous puissions être dans cette situation. Et bien sûr, l'ensemble des organisations syndicales tient à amener cette réflexion auprès de la population. Nous demandons donc aux parents d'élèves, aux élus, de prendre leurs responsabilités par rapport à cela. C'est quasiment entre 4 et 8 classes fermées par commune. Donc c'est la certitude l'an prochain de voir des classes surchargées à double niveau sur des doubles cycles. Et donc une incapacité à prendre tout simplement en charge les enfants les plus en difficulté. On a regardé l'ensemble des documents et aucune des mesures de suppression de classes, effectivement, ne se justifie. Donc on demande à l'administration clairement de revenir sur sa position, de revenir sur la carte scolaire du premier degré, de revenir effectivement sur les conditions effectivement et les seuils d'ouverture des fermetures des classes, les seuils pivots. Zone rurale ou urbaine, plusieurs communes sont concernées. Abim, Bémao, Bastère, Petit-Bourg, mais aussi Saint-Martin se verraient amputés de classes. Le second degré ne serait pas non plus épargné par les coupes sombres annoncées. Nous savons pertinemment que c'est donc des dizaines de postes qui vont être supprimés. C'est des centaines d'heures de français, de maths, d'histoire, de sport qui ne seront pas dispensés aux jeunes de Guadeloupe. C'est des centaines d'heures d'options qui vont être supprimées. Et c'est aussi, là, tout simplement, la dégradation des conditions d'apprentissage qui va donc s'opérer. Les syndicats d'enseignants le déclarent à qui veut l'entendre. Ils ne sont pas prêts à accepter les conditions envisagées pour la rentrée scolaire 2016-2017. La question de la réussite scolaire et des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir n'a pas fini de se poser. On poursuit avec de la politique. Hier, le président du conseil régional, Harry Chalus, a invité l'ensemble des maires de Guadeloupe. But de cette réunion, leur présenter la situation financière de la collectivité. Les C2DT, les contrats de développement durable territoriaux, se sont invités dans les débats. Souvenez-vous, déjà fin janvier à Marie-Galante, Harry Chalus avait émis des réserves concernant leur financement. On fait le point avec Karine Gelman. Suite de l'affaire des C2DT, les contrats de développement territoriaux, mais pas encore la fin du dossier. En effet, à l'issue d'une réunion entre les maires et le président du conseil régional Harry Chalus, il est apparu que seuls 15 millions d'euros en crédit de paiement ont été initialement inscrits à la ligne de crédit C2DT sur l'exercice 2015. Et seulement 2 400 000 ont été payés. Mais pour l'heure, rien n'est joué pour les C2DT. On nous a annoncé que la région connaîtrait quelques difficultés. Il va falloir trouver 208 millions d'euros pour pouvoir trouver l'équilibre budgétaire 2016. Deuxièmement, cependant, on ne nous a pas annoncé les résultats du compte administratif 2015. Très clairement, on ne nous a pas dit quelle est la capacité d'autofinancement de la région à rembourser sa dette. Bon, alors là aussi, donc en clair, il faut qu'il y ait
au niveau financier, il y a un audit d'ailleurs au niveau financier qui sera qui est en cours, donc il va falloir affiner tout cela. J'ai le sentiment que le président du conseil régional souhaite continuer, mais a manifesté sa volonté d'arbitrer en fonction des moyens qui ne sont plus au rendez-vous, des moyens financiers qu'il prétend, je veux bien lui faire confiance, qu'il prétend ne pas avoir pour pouvoir boucler l'intégralité des engagements pris par la collectivité régionale en matière de C2DT. Et si aucune remise en cause des C2DT n'a été annoncée, les communes sont impatientes de pouvoir réaliser leurs projets propices au développement. Il y a des priorités pour la commune de Saint-François et des exigences, et nous devons les mettre en œuvre. Par conséquent, nous voulons savoir clairement et formellement si la région sera à même bien d'abonder le budget communal. Le maire du Gosier, qui est président de la commune d'agglomération, a voté son budget déjà et a prévu cette année ce qui avait été déjà engagé dans le C2DT. Et donc forcément, ça remet en cause. Vous avez des travaux qui ont déjà commencé en 2015. Le C2DT est déjà engagé. Et il y a des travaux, donc maintenant, il va falloir aussi répondre à certaines entreprises, comme le maire de Prêtois, qui disait que oui, nous avons commencé des travaux et nous allons entrer dans une phase où il faut le financement du C2DT. Nous-mêmes aussi. Nous avons fait des travaux, notamment en partie au niveau du stade, et donc nous allons donner des justificatifs. Donc le C2DT est exécutoire, a déjà commencé. Pas de remise en cause envisagée et pas de date de réalisation. Attente d'un audit financier, une rencontre individuelle des maires à prévoir, un dossier avec beaucoup d'inconnus à suivre. Jusqu'à demain, le WTC de Jarry accueille la 14e édition du Salon de l'étudiant. En tout, une soixantaine de stands où les futurs étudiants, mais aussi les étudiants, peuvent trouver des informations sur des filières, des débouchés ou encore sur des cursus à l'étranger. L'occasion donc pour les élèves de savoir ce qu'ils veulent faire de leur avenir. Julien de Kuiper et Quentin van der Stichelen. Assistante sociale. Coach sportif. Assistante de manager. J'aurais bien voulu faire du marketing. Décoration d'intérieur. J'ai toujours voulu gérer des gens, avoir une équipe, manager des... Ah, ça brûle. Manager des gens. Je voudrais être dans le droit, donc après, quoi en particulier, je sais pas, mais dans le droit. Hôtesse de l'air. Et quand vous étiez petite, vous n'aviez pas un métier rêvé que vous auriez bien voulu faire? Justement, hôtesse de l'air. Toujours hôtesse de l'air. Si, je voulais être chevalier quand j'étais tout petit, mais non, sinon j'aurais bien aimé être... non, je sais pas, non, docteur, je pense. En vrai, docteur. Donc t'as rangé l'épée dans le fourreau et c'est fini les rêves de chevalier. Voilà, on passe aux vraies choses. Je voulais faire veto, mais j'étais pas assez forte en sciences. Maîtresse, astronaute, je sais pas. Et quand t'étais plus petite, t'avais pas un métier rêvé? Oui, maîtresse. Ouais, pourquoi? Parce que j'aimais bien comment la maîtresse nous apprenait les choses et tout ça. Et ça m'a plu, voilà. Il y a 60% de chômage chez les jeunes, c'est quelque chose qui t'inquiète? Non, pas trop. Je me dis que si on est motivé, on peut trouver facilement du boulot. Oui, ça m'inquiète quand même parce que le chômage, c'est dur. On se demande si on va trouver du travail plus tard, même avec des diplômes et tout. Alors qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier plus tard? Bon pas. À 10 ans, on rêve tous d'être flic ou pompier. Moi, c'était flic quand même. Il y a une meilleure ambiance à la police ou à la gendarmerie? Les deux sont pareils. Je peux pas me permettre de dire de mal des gendarmes. Non, on est pareil. Nous sommes tous une famille. Je pense qu'on a tous le caractère de vouloir bien faire. Et ça picole un peu alors? Ça picole un peu? C'est quoi ces questions? C'est des questions belges ça, non? Ça picole un peu à la police? Non, pas du tout, jamais. Oh, quand même. C'est interdit, vous savez. Et en tout cas, sachez que le salon de l'étudiant sera ouvert demain de 9h à 18h au WTC de Jarry. L'entrée est gratuite. En Haïti, le président intérimaire Jocelerme Privert a nommé aujourd'hui un Premier ministre. Il s'agit de Fritz Alphonse Jean. C'est l'ancien gouverneur de la Banque centrale nationale. Il va s'atteler à la composition de son gouvernement avant de présenter sa politique générale devant les députés et les sénateurs. De son côté, le président intérimaire Jocelerme Privert a pour mission, dans son mandat limité à 120 jours, d'achever le processus électoral. La politique, justement, dans notre grande région de la Caraïbe, il en sera également question dans quelques instants avec un focus sur ces familles qui ont été au pouvoir pendant de nombreuses années. Voici la Minute Caraïbe.
Alors que la visite de François Hollande touche à sa fin en Argentine, une pétition en ligne a été lancée par les résidents argentins en France. Il dénonce la préoccupante régression des avancées démocratiques depuis l'arrivée de Mauricio Macri à la tête de l'État. La pétition révèle de graves manquements de l'État argentin en matière de lutte contre l'impunité ou encore de protection des droits des minorités. Selon les représentants de la communauté argentine vivant en France, des journalistes réputés auraient été limogés sous la pression exercée par le nouveau gouvernement. Des programmes de la télévision et de la radio publique auraient été supprimés. La nouvelle administration se livrerait à une authentique chasse aux sorcières en renvoyant des dizaines de milliers de fonctionnaires en raison de leur appartenance ou de leur sympathie politique présumée ou après contrôle de leur compte Facebook. Durant son séjour, le président français n'a fait aucun commentaire sur la polémique. François Hollande s'est concentré sur des visites culturelles et mémorielles, un déjeuner rassemblant des chefs d'entreprise français et argentins, ou encore une séquence de diplomatie sportive avec les joueurs de Boca Juniors et David Trezeguet au stade de la Bombonera. La politique serait-elle une histoire de famille? C'est le cas aux États-Unis avec les dynasties Kennedy, Bush et Clinton. Au Canada et au Kenya, avec respectivement les pères Trudeau et Kenyatta qui ont vu leurs fils les succéder. La Caraïbe aussi détient son lot de népotisme, d'abord en Haïti avec les Duvalier, père et fils, puis à Antigua où Vere Bird a été élu Premier ministre en 1960 et son fils Lester 34 ans plus tard. Mais c'est surtout en Jamaïque que la relation familiale en politique est la plus forte. Déjà en 1944, Alexander Bustamante et son cousin Norman Manley, qui sont les fondateurs de la Jamaïque indépendante en 1962. Le fils de Norman, Michael Manley, est devenu le premier ministre le plus populaire de Jamaïque et a épousé Beverly, qui est aujourd'hui la nouvelle épouse de Donald Keith Duncan, ancien ministre sous Michael Manley. Donald Keith Duncan a lui-même 2 filles d'un premier mariage qui siègent toutes 2 au Parlement. La dynastie politique continue en 2016 où les députés Pernell et Smith garderaient farouchement leur siège le temps d'y placer leurs fils respectifs. Aujourd'hui, la première ministre de Jamaïque, Madame Portia Simpson Miller, a 2 cousins parlementaires. En Guadeloupe aussi, la famille joue un rôle solide dans le pouvoir local, les Berniers à Saint-François, les Jaltons aux Abîmes ou encore les Michauds à Basse-Terre. La section blanchiment d'argent et contrôle des drogues de la police antillaise est à la recherche de 2 hommes présumés être très dangereux et en lien avec une saisie de drogue importante au début du mois. L'un des malfrats, Darion Anthony Nicolas, est un Dominicain de 37 ans et l'autre, Vincent Anthony Anglin, est un Jamaïcain de 39 ans. Les 2 hommes sont considérés comme armés et dangereux. Près du butin de la drogue, d'un montant estimé à près de 4 millions de dollars, de nombreuses munitions ont été découvertes. La police appelle à signaler immédiatement toute personne suspecte. Les 2 brigands ont été identifiés sur des radars routiers. Les policiers enquêtent activement sur l'origine des munitions et de la drogue. Et on va rester dans la Caraïbe quelques instants avec le tournoi du CFU Club Championship qui se déroule actuellement. 2e journée ce soir. On rappelle que 2 clubs guadeloupéens sont engagés. Le CSM qui s'est fait battre mercredi par une équipe du Suriname rencontre ce soir une équipe de Trinidad et Tobago. De son côté, la Gauloise affronte ce soir une équipe des Bermudes. Les 3 meilleures équipes de ce tournoi se qualifieront pour la Ligue des champions de la CONCACAF. Ouvrons à présent notre page consacrée à la Coupe Davis. Le compte à rebours est lancé dans début du premier tour dans tout juste une semaine. Le programme des entraînements de l'équipe de France ou encore du Canada a démarré. Alors il faut savoir que la terre battue est mise à rude épreuve par les joueurs mais aussi par les conditions climatiques. Opération d'ailleurs de relifting ce matin au vélodrome de Gourdeliane sur le cours central. Le reportage d'Éric Pommier. 7h30, le cours central du vélodrome de Gourdeliane est débâché soigneusement pour le remettre aux normes du jeu. Problème, le cours hier a été agressé par une sérieuse averse, occasionnant un taux d'humidité trop important, rendant la surface peu praticable. C'est là que Bruno Slastan et toute son équipe interviennent. Il faut avant tout gratter puis brosser la terre pour enlever le trop-plein de cette humidité. Tout le monde est à la tâche sur toute la surface de jeu. C'est une surface qui est vachement capricieuse en fait, Il faut vraiment s'en occuper tous les matins, c'est primordial pour le restant de la journée. C'est normal, c'est les premiers entraînements, Donc ça marque un peu, en plus c'est Joe qui l'a pris pendant 2 jours, il fait quand même du 48. Et il est normal que le rouge commence à prendre sa place, ça commence à arriver.
il y a une grosse opération de travail le matin. Après, ça sera plus de la présence et des arrosages. Après que la terre battue ait retrouvé son aspect de tapis poudreux, c'est cette matière spéciale, sorte de petite bille blanche brillante qui sera répandue sur les endroits les plus abîmés. On aura l'impression qu'il a neigé sur le cours. Un demi-sac seulement sera utilisé pour cette opération de remise en forme. Ça s'appelle du chlorure de calcium. Et ça, c'est un produit qui est formidable parce qu'en fait, ça va restituer de l'humidité sur le cours. Ça va être épandu à la pelle, c'est manuel. Hein. Et en fait, ça va humidifier le rouge, ça va lui garder son humidité. Et de ce fait, le rouge va rester plaqué et il ne va pas s'envoler. Et donc le cours va rester humide. Et ça, c'est très important. L'opération aura duré environ 3/4 d'heure. Elle sera à nouveau renouvelée, mais cette fois sur les cours annexes moins agressés parce qu'exposés différemment. Et puis les entraînements des joueurs pourront reprendre pendant près de 2 heures, piétinant une surface à qui l'équipe technique aura donné vie. Dure finalement la vie de terre battue. Une terre battue en tout cas qui semble convenir aux joueurs de l'équipe de France et notamment à leur capitaine Yannick Noah. C'est ce qu'il confie en exclusivité ce midi à Anne-Elisabeth Artsen. C'est un cours de qualité. Ça permet de faire en sorte que cette rencontre ait lieu dans des très très bonnes conditions. Je suis très content parce que c'était quand même un point sensible. Puis voilà, le stade est beau, l'endroit est bien. Je veux dire, je pense qu'il a été vraiment très bien adapté pour cette épreuve. Et voilà, mais j'espère que les gens ici à la Guadeloupe vont pouvoir en profiter. Vous êtes confiant ? On se prépare pour faire un beau spectacle. Et nous a rejoint sur le plateau notre spécialiste en tennis, Éric Pommier. Bonsoir. Bonsoir Aurélie. Alors vous avez suivi depuis le début donc ces travaux. Est-ce que vous confirmez que c'est une bonne terre battue qui se trouve sur le cours central et sur les cours annexes du Vélodrome de Gourde-Liane ? Je confirme exactement ce qu'a dit le capitaine Yannick Noah en mentionnant effectivement à Slastan, le spécialiste des terres battues, qu'il avait fait un travail de martien. Ça veut dire que finalement le travail a été bien fait et quand on regarde les joueurs qui sont en entraînement depuis 2 jours, quand on regarde un petit peu les déplacements, en l'occurrence de Gaël Monfils, elle fait partie des spécialistes de la terre battue, on sent bien qu'ils sont à l'aise. Le sourire est revenu aux lèvres très très rapidement. Après, on le rappelle, c'est 8 heures de vol, on rappelle que l'équipe de France est arrivée hier. Et la première des choses, c'était effectivement de s'approprier l'environnement et on se rend compte effectivement que ça a été très très rapide. Au regard du jeu de Gaël Monfils, de Joe-Wilfried Tsonga, qui était le premier en plus à fouler le sol du central, qui est le terrain principal, terrain sur lequel aura lieu cette fameuse rencontre, la première rencontre. Donc finalement, on se rend compte que il fallait une terre battue, il voulait une terre battue spécifique. Elle va rester telle quelle, cette terre battue? Elle va rester telle quelle, elle va encore être modifiée. Il y a encore 1 semaine pour que les joueurs prennent la température de secours. On verra si Slastan va encore intervenir sur ce cours, mais je pense que sincèrement, Yannick Noah a vu juste, cette terre battue fera l'affaire pour ce premier tour. Alors justement, l'événement cette semaine, c'est bien sûr l'équipe de France qui est au complet. Comment vous les sentez? Est-ce qu'ils se sont bien adaptés à notre climat? Bien. Comme je disais tout à l'heure, les sourires sont là. Ça veut dire que finalement, dans la tête, on est prêt psychologiquement. Il faut battre le Canada, des spécialistes de la surface rapide. Yannick Noah l'a suffisamment répété. La condition sine qua non pour que cette Coupe Davis ait lieu en Guadeloupe, c'était d'avoir cette terre battue, la même que Roland-Garros. Et le travail a été fait et les joueurs finalement n'ont plus qu'à rôder la technique, je dirais, pour finalement battre à plate couture cette équipe du Canada qui, elle, aura, je pense, de mauvaises surprises. Ils ne souffrent pas trop de la chaleur? Non, parallèlement à cette équipe de France, on a vu Gaël Monfils transpirant, mais bon, c'est un habitué. Il revient d'Australie où il a fait très très chaud. La différence, c'est qu'en Australie, on a une chaleur sèche. En Guadeloupe, une chaleur qui est relativement humide. C'est ce que Richard Gasquet a démontré hier quand il s'est entraîné. Ça lui a fait tout bizarre. Mais bon, l'équipe de France, ce sont des joueurs qui ont l'habitude de voyager énormément, de s'acclimater. Et je pense que là, il fallait effectivement s'acclimater pendant 2 semaines, chose qui est rarissime dans le tennis. Venir 2 semaines pour s'acclimater, je pense que Yannick Noah a vu juste là encore pour que son équipe soit vraiment prête le jour J. Alors qu'en est-il des Canadiens? Est-ce qu'ils ont réussi, eux, à s'acclimater puisqu'il fait quand même beaucoup plus froid au Canada? J'ai vu aujourd'hui des Canadiens plutôt rouges, pas couleur terre battue, mais à la limite d'être couleur tomate, parce que c'est vrai que pour eux c'est difficile. Je ne connais pas les températures exactes du Canada, mais je sais qu'il fait excessivement froid. Donc prendre une température sur un central qui est dans une sorte de cuvette, avec donc des températures avoisinant les 25 voire même 30 degrés,
c'est difficile. En plus, cette terre battue dégage une certaine chaleur qui n'est pas évidente. Donc, les Canadiens sont arrivés relativement tôt. Est-ce que ce sera suffisant pour battre ou même s'acclimater pour jouer le premier vendredi de ce mois? Ça va être plutôt problématique. Alors, on le voit sur ces images, ils se sont entraînés cet après-midi. Est-ce qu'il faut quand même s'en méfier de ces Canadiens? Il faut s'en méfier parce que, comme je dis souvent, nous sommes en Coupe Davis. Ce n'est pas un tournoi du Grand Chelem. On joue avec la technique en tournoi du Grand Chelem. On joue avec les tripes à la Coupe Davis. Il faut savoir que on joue avec une connotation patriotique. Donc il y a le public qui est là, il y a une envie de faire gagner son pays. Et puis le Canada, ça reste quand même la grande inconnue. Un seul joueur jusqu'à ce jour est connu, c'est Milos Raonic. Qui n'est toujours pas en Qui n'est toujours pas arrivé. Alors est-ce que c'est la panoplie de la star? Je ne sais pas. Toujours est-il que sur les joueurs qu'on a vu s'entraîner, il y a un joueur qu'on ne connaît pas, mais qui visiblement est doté d'un très très bon jeu à la volée. Ça sous-entend peut-être un joueur qu'on va confirmer pour le double. Sachant que la France, on peut parler de double, de simple, qu'ils vont assurer. En double, petit bémol, il faudra vraiment attendre le deuxième jour pour voir si la France finalement peut battre le Canada, en l'occurrence sur le double. Alors une dernière question, jusqu'à quand les joueurs vont s'entraîner? Jusqu'à la fin, jusqu'à jeudi, juste la veille du premier tour, ou alors est-ce qu'ils vont avoir un jour off? Je pense qu'il est prévu qu'ils aient un jour off. Toujours est-il, c'est que les joueurs aiment bien rôder la machine au maximum. Si certains accusent un petit peu le coup pour le décalage horaire ou par rapport à la chaleur, certains prendront peut-être 2 jours off. Mais là, je les sens bien, je sens une équipe soudée parce que c'est le travail de Yannick Noah, créer cette homogénéité dans cette équipe. Après, je pense que la vie suivra son cours et puis il faudra faire attention à une France qui visiblement veut marquer le coup, d'autant plus qu'elle est en Guadeloupe et qu'elle veut faire honneur, surtout à Gaël Monfils. Merci Eric Pommier en tout cas pour toutes ces précisions. On vous retrouvera évidemment la semaine prochaine pour suivre l'avant Coupe Davis, puisqu'il y a un grand rendez-vous la semaine prochaine, jeudi je crois, avec le tirage au sort. Avec plaisir. On parle maintenant d'un tout autre sujet. Nous vous le disions hier, la société aéroportuaire Pôle Caraïbes fête ses 20 ans cette année. L'aérogare a été inauguré précisément le 18 février 1996. Depuis cette date, l'environnement a été modifié, la société a grandi. Des changements qui sont d'ailleurs retracés dans une exposition. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Il y a 20 ans, un fameux dimanche 18 février 1996, l'aéroport Pôle Caraïbes ouvrait ses portes au public pour la première fois. Le vol inaugural avait été effectué par Air Martinique avec à son bord le premier passager qui a emprunté la nouvelle plateforme. La personne qui s'est vue décerner ce certificat, c'était un certain monsieur Philippe Choumi, ingénieur en électronique, qui a pris l'avion ce jour-là. Mais sans savoir que quelques années après, ce monsieur Philippe Choumi serait chef du service maintenance équipement de Guadeloupe Pôle Caraïbes. Vous voyez, comme quoi le fait d'avoir été présent ce jour-là à Guadeloupe Pôle Caraïbes, c'était peut-être prémonitoire. Avant ce basculement au nord de la piste, l'aérogare du Rézé faisait la fierté des habitants des alentours. Le Rézé était à la pointe, tout arrivait, nous voyions tout avant les autres. C'était le cœur, le poumon du Rézé. C'est en 1965 que l'aérogare Pointe-à-Pitre Le Rézé, aujourd'hui à l'abandon, a accueilli ses premiers passagers. Et en 1970, le premier Boeing 747 atterrit sur notre territoire, ouvrant ainsi nos frontières touristiques. Après 31 ans d'activité, l'aérogare du Rézé a laissé place à l'aéroport Pôle Caraïbes pour faire face à l'accroissement du trafic et accueillir les passagers dans de bonnes conditions. L'un des moments forts de ce nouvel aérogare, le vol d'essai de l'Airbus A380. C'était un moment professionnellement, j'étais très sollicité, très fatigué, mais c'est vrai que c'est une fierté de voir que nous, en Guadeloupe, notre petit aéroport, on a su faire à un moment donné les bons investissements pour accueillir le plus gros avion du monde. Et là, l'émotion, elle est intacte, elle est encore là. Et c'est vrai que c'était une fierté ce jour-là, professionnellement, de voir que mes équipes, que ceux qui m'ont précédé aussi, ont fait les investissements opportuns pour être capables d'accueillir ce type d'avion. Une exposition retrace les 20 ans de l'aéroport du Rézé à Guadeloupe Pôle Caraïbes. Elle est visible dans le hall de l'aéroport. Avant de se quitter, on va regarder ensemble la couleur du ciel pour demain matin. Au programme, une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Un nuage qui pourrait d'ailleurs donner lieu à quelques gouttes de pluie. Le thermomètre affichera dans la matinée entre 24 et 26 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport avec Eric Pommier, suivi du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert Mayengo.
Vous retrouverez ensuite votre émission hebdomadaire Télescopie. Jean-Luc Icard reçoit ce soir Gaby Clavier, le secrétaire général UTS-UGTG. Jean-Luc Icard d'ailleurs que vous retrouverez demain dès 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Très bonne soirée et très bon week-end sur Alizé.